Notre pays a gagné le pari de la bonne tenue du premier tour de l'élection présidentielle, annonce faite par les observateurs européens et africains au cours de leur point de presse animé ce jour. Dans le monde, environ 347 millions de personnes vivent avec le diabète. Au Mali, la maladie est entourée de beaucoup de préjugés qui empêchent sa compréhension. Les détails dans ce journal. Dans l'attente des premiers chiffres officiels et surtout des résultats de l'élection présidentielle, un invité ce soir, Bassidi Koulibaly, le directeur général de l'administration du territoire, nous donnera plus de détails sur l'évolution des opérations de centralisation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le chef de la mission d'observation de la CEDEAO, l'ancien président ghanéen John Kufuor et le président de la commission de la CEDEAO ont été reçus ce matin en audience par le Premier ministre avec Diango Sissogo. Ils ont exprimé toute leur satisfaction suite au bon déroulement de l'élection présidentielle du 28 juillet. Le compte-rendu des audiences avec Nando Dambélé. La CEDEAO a déployé 250 observateurs au Mali dans le cadre du premier tour de l'élection présidentielle. Ayant couvert le scrutin sur l'ensemble du territoire, les observateurs de la CEDEAO se disent satisfaits du déroulement des opérations dans l'ensemble. Well, we came to pay respects. Nous sommes venus pour une visite de courtoisie au Premier ministre. Nous sommes là comme une mission d'observation de la CEDEAO et nous sommes venus faire un rapport au Premier ministre sur ce que nous avons vu, nous avons observé jusqu'à hier. Et lui aussi s'intéressait à discuter avec nous, apprécier les efforts que la CEDEAO a déployé pour soutenir le Mali dans ses efforts de se redresser, de regagner le respect de la communauté internationale. Saluant l'engagement du peuple malien à prendre en main sa propre destinée, les responsables de la CEDEAO estiment que ce scrutin présidentiel est un gage de sortie de crise pour le Mali. Je voudrais me réjouir de ce que, d'après nos premières observations, nous pouvons nous estimer satisfaits de la manière dont ces élections se sont déroulées et nous souhaitons, comme toute la communauté internationale, qu'elle soit le top départ de la sortie de crise du Mali. Dans tous les cas, la CEDEAO sera toujours à côté du gouvernement et du peuple du Mali pour l'aider dans toutes ses entreprises. Alors donc vraiment, nous sommes venus exprimer ce sentiment, Monsieur le Premier ministre. Profitant de leur visite de courtoisie sur le chef du gouvernement, les deux personnalités ont réaffirmé le soutien de la CEDEAO aux autorités maliennes. Et le processus électoral au Mali, jugé satisfaisant par la mission d'observation de la CEDEAO dans notre pays, information donnée cet après-midi, c'était en faveur d'un point de presse. Dans sa déclaration rendue publique, la commission d'observation a fait des recommandations en vue de parfaire le processus électoral au Mali. Adama Kodjo. Le reportage de Adama Kodjo au cours de ce journal. Le chef de la mission d'observation de l'Union européenne a animé, lui, une conférence de presse ce matin. Louis Michel a fait l'état des lieux du déroulement du scrutin d'hier dimanche. Pour lui, tout s'est bien passé dans le respect des normes en matière de tenue d'élection. Il a par la même occasion rendu un vibrant hommage au peuple malien. Nyanya Alou Traoré pour le compte-rendu. Félicitations au peuple malien qui a su prendre son destin en main en sortant massivement pour prendre part à l'élection présidentielle. Félicitations au gouvernement qui a su tenir parole en organisant en un temps record, malgré la crise qui traverse le pays, cette élection. C'est avec ces compliments que le chef de la mission d'observation électorale au Mali de l'Union européenne a démarré ce point de presse. Je voudrais commencer quand même par féliciter avec beaucoup de force
la population malienne. Les citoyennes et les citoyens maliens, manifestement, ont très majoritairement décidé de faire de cet événement une réappropriation de leur destin démocratique. Ils l'ont fait avec sérénité, ils l'ont fait avec calme, ils l'ont fait avec discipline. Tout le processus électoral a été vraiment fondé sur la transparence, sur le professionnalisme des agents électoraux. Je voudrais aussi dire à quel point nous apprécions le travail du président Traoré, président de la transition, de son Premier ministre, du ministre de l'administration territoriale et de l'aménagement du territoire, de la DGE, de la CENI, aussi le ministre des Affaires étrangères qui a quand même mobilisé la communauté internationale. Je pense qu'il faut aussi dire une mention spéciale pour les forces de sécurité et de l'ordre qui ont agi et qui ont sécurisé ces élections avec beaucoup de calme, avec beaucoup de doigté. Louis Michel a aussi passé en revue le déroulement du scrutin. Il s'est tenu dans les conditions normales avec un bon taux de participation. Le premier tour des élections présidentielles s'est déroulé de notre point de vue dans un climat paisible. On a pu constater une mobilisation particulièrement importante de la population qui dépassait souvent les 50%. Je pense qu'il est intéressant de rappeler que la participation traditionnelle au Mali est historiquement faible, de 20 à 28% dans les années 90 et hauteur de 36 à 38% dans les années 2000. Il n'y a pas eu d'incident que l'on peut qualifier de majeur que l'on nous a signalé. Selon le chef de la mission, cette mobilisation massive de la population malienne est un signal fort à l'endroit des leaders du monde démocratique en général et ceux du Mali en particulier. De nombreuses leçons, renchérit-il, sont à retenir du cas malien. D'abord, un réel engouement de la population qui a indiscutablement pris conscience de l'importance de cet enjeu et peut-être encore plus importante, de l'importance de leur vote. D'une manière générale, tout le processus s'est fait dans une transparence assez remarquable, compte tenu en plus de la difficulté que cela représentait d'organiser cette élection dans un délai aussi court. 3. Ceci est indiscutablement une première étape réussie vers le retour au renouveau démocratique. Je l'ai dit, les incidents que nous avons eu à constater sont mineurs. Ils ne sont pas de nature à mettre en cause le résultat et la légitimité de celui qui, in fine, émergera à la fin du processus comme président de ce pays. Louis Michel n'a pas échappé à la question, celle de connaître le vainqueur de ce premier tour. À lui de répondre qu'il serait prétentieux de sa part de donner cette réponse, puisque les organes chargés de l'organisation sont là pour cette tâche. Le Mali a donc gagné le pari de l'organisation de l'élection présidentielle. C'est le constat de la mission d'observation électorale de la société civile africaine. Elle l'a affirmé au cours d'une conférence de presse animée cet après-midi et suivie par notre reporter Fademba Keita. Les 32 observateurs mandatés par la mission d'observation électorale de la société civile africaine MOESCA évaluent le déroulement du scrutin du 28 juillet 2013. Avec un taux de participation estimatif à plus de 65%, il constate que cette élection reste une première dans la vie politique du Mali. Le pays de l'avènement de la démocratie à ce jour n'a jamais connu un taux de participation supérieur à 30%. Partout où nous observons les élections, avant même que les résultats ne soient donnés, nous livrons un rapport liminaire, c'est-à-dire nous laissons voir nos premières impressions. Nous avions constaté un engouement. Nous avions constaté que vraiment les Maliens se sont levés comme un seul homme pour défendre vraiment le Mali par rapport à ce qui est arrivé ces derniers temps. Dans les différents bureaux de vote, le vote s'est déroulé sans incident majeur. Il y a eu quelques difficultés techniques. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés techniques qui ont été relevées ça et là. Et ces difficultés techniques, les autorités nous ont promis que ces difficultés seront corrigées pour les élections à venir. À en croire le président de la mission,
Les difficultés liées à l'organisation technique du scrutin ne sont pas de nature à entacher la régularité du scrutin. Le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République FDR a rencontré cet après-midi la presse au siège de l'ADEMA. Au cours de cette rencontre, à l'allure d'une conférence de presse qui a réuni les différents candidats du FDR, une déclaration a été faite sur l'après-scrutin. Nous vous proposons d'écouter un extrait de cette déclaration lue par Djigui Baketa, des propos recueillis par Isaac Tchenou. Le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République FDR et ses 4 candidats saluent la très forte mobilisation du peuple malien lors du scrutin du 28 juillet 2013. Cette mobilisation est l'expression de la volonté collective du peuple malien de tourner la page de la profonde crise politique, institutionnelle et sécuritaire que le pays traverse depuis janvier 2012. Elle illustre la détermination de notre peuple de prendre une part active au processus de sortie de crise. Elle ne signifie guère que les conditions de l'expression claire de la volonté du peuple étaient réunies le 28 juillet, loin s'en faut. Le FDR dénonce les dysfonctionnements, les ratés et les couacs qui ont privé des centaines de milliers de Maliens de prendre part au choix du prochain président de la République, tant à l'intérieur que dans les camps de réfugiés et dans la diaspora. Le FDR et ses candidats réaffirment leur attachement à la défense de la Constitution de la République et invitent les uns et les autres à respecter la dignité du peuple malien. Voilà donc une déclaration du FDR. L'élection présidentielle qui s'est déroulée en général dans de bonnes conditions. C'est ce qu'a déclaré également les membres du pôle d'observation citoyenne électorale qui saluent la participation massive des électeurs à ce scrutin. Amadou Sankari. 24 heures après l'élection présidentielle, les réseaux APEM et ses partenaires évaluent le déroulement du scrutin. À travers le pôle d'observation citoyenne électorale, la structure a déployé 2100 observateurs nationaux sur l'ensemble du territoire national pour accompagner le processus. À l'arrivée, les initiateurs de ce programme se félicitent de la bonne conduite de l'opération de vote. La forte mobilisation des électrices et des électeurs dans l'engouement et le calme pour exercer leur droit de vote. Le déroulement du scrutin dans un climat serein et apaisé. Le respect par les candidats du code de bonne conduite. La bonne couverture du scrutin par les organes de la presse nationale et internationale. À côté de ce tableau reluisant de ce rendez-vous électoral, le pôle d'observation citoyenne a noté quelques insuffisances. Les difficultés d'identification des bureaux de vote par certains électeurs, malgré les palliatifs utilisés, tels que les affichages des listes d'identification, et la possibilité de les consulter avant le jour du scrutin. La délocalisation de certains bureaux de vote opérés au dernier moment dans certaines localités. Le pôle estime que le premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 s'est passé dans de bonnes conditions. Les quelques dysfonctionnements constatés n'ont pas entamé sa sincérité, sa transparence et sa crédibilité. Les réseaux APEM et ses partenaires n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'ils envisagent de mettre en œuvre d'autres programmes sur la citoyenneté. Je vous l'annonçais dans les titres, dans l'attente des premiers chiffres officiels et surtout des résultats de l'élection présidentielle, le peuple malien est impatient et sur la question, nous recevons ici Bassidi Koulibaly, il est le directeur général de l'administration du territoire. Il nous donne plus de détails. Bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir. Et le peuple malien est sorti massivement hier 28 juillet pour l'élection d'un président de la République. Le peuple est impatient de savoir les résultats du premier tour de cette élection. Où en êtes-vous au niveau du ministère de l'administration territoriale? Comme tous les observateurs nationaux et étrangers ont déclaré, aujourd'hui, il est heureux de constater que nous venons de franchir un pas extrêmement important dans l'approfondissement de la démocratie dans notre pays. Mais surtout, le fort taux de participation enregistré. C'est un taux historique qu'il faut saluer. Le président de la République l'a fait et tous les observateurs viennent de le constater.
Une photo historique, vous nous dites déjà le chiffre, s'il vous plaît? Bon, nous sommes en train de prendre un certain nombre d'informations. Et à partir de ces informations, nous allons voir le taux de participation localité par localité et dégager un taux national de participation. Mais d'ores et déjà, les uns et les autres ont affirmé que ce taux est au-dessus de 50%, 60%, 70%, ça dépend des localités. Nous allons désagréger ces différents taux pour connaître le taux moyen. Mais ce que je dois vous dire par rapport à ces élections, c'est qu'effectivement, nous sommes heureux de constater que les gens ont affirmé que ça s'est déroulé dans la bonne transparence. Dans la transparence, parce que c'est ce qui est exigé de toute élection. Et la transparence suppose que les agents électoraux ont accompli dignement leur mission. Je dois dire que d'abord, avant d'arriver au résultat, il s'agit de rappeler qu'un bureau de vote est composé d'un président et des assesseurs. Et qu'à l'intérieur du bureau de vote, il y a deux acteurs, les délégués des candidats. Ça, c'est extrêmement important. Dans tous les bureaux de vote, il y a les délégués des candidats. Donc, qui suivent le déroulement de toutes les opérations électorales. En plus des délégués des candidats, il y a les délégués de la CENI. Et en plus des délégués de la CENI, donc dans tous les bureaux de vote, au Mali, il y a un délégué de la CENI qui supervise l'ensemble des opérations électorales. Il y a aussi les délégués de la Cour constitutionnelle. Il y a les observateurs étrangers, nationaux. Donc, au total, nous avons un beau monde qui opère dans un bureau de vote. Et justement, c'est parce que tout ce monde était présent et a observé que l'élection s'est passée dans un climat souhaité, que les partenaires viennent de leur dire. Dites-nous juste ce que le peuple veut savoir. Où en êtes-vous présentement avec la centralisation? Avant d'arriver à la centralisation, j'ai passé par le bureau. Parce que c'est extrêmement important, c'est à ce niveau, au niveau du bureau, que tout se déroule. Donc le dépouillement, parce que les opérations de dépouillement se déroulent à l'intérieur du bureau de vote. Et devant tout le monde. Oui. Et les listes, le résultat est affiché. Une copie du résultat est donnée aux candidats, aux délégués du candidat. Donc, en toute transparence. Et puis, une copie est donnée à la CENI. Et c'est l'ensemble de ces informations collectées à travers un procès verbal. Ce procès verbal est établi en 3 exemplaires. Un premier exemplaire adressé à la commission locale de centralisation présidée par le préfet. Autour du préfet, il y a les délégués des candidats. Donc, c'est ce procès verbal et les autres documents qui sont transmis de chaque bureau de vote. Ce procès verbal est transmis aux représentants de l'État au niveau du cercle, au niveau du district de Bamako, au niveau de l'ambassadeur. Et devant une structure qu'on appelle la commission locale de centralisation. Avez-vous déjà reçu quelques au sein duquel il y a les délégués des candidats. Vous avez déjà reçu des procès verbaux? Les procès verbaux, ça n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas arrivé parce que les commissions locales sont en train de travailler. Pour vérifier bureau de vote par bureau de vote toutes les informations. Et donc à la date d'aujourd'hui, on n'a pas reçu un seul PV parce que les autorités concernées sont en train de vérifier toutes les opérations. Et sur quoi travaillez-vous donc en ce moment au niveau du ministère? Avant d'arriver à ce niveau-là, je dois encore rappeler qu'au niveau de la commission nationale, c'est une commission qui assiste le ministre de l'administration territoriale. La loi impose que c'est le ministre qui proclame les résultats provisoires. Oui. Mais le ministre est aidé dans sa tâche, dans sa mission, par une commission nationale composée des représentants du ministère de l'administration territoriale et des représentants des candidats, des délégués des candidats. À la date d'aujourd'hui, nous avons au niveau du département les représentants des 27 candidats qui siègent depuis dimanche soir au niveau du département. Donc nous allons recevoir les documents, c'est-à-dire les PV. Mais avant de recevoir les PV, il y a un mécanisme de collecte des informations. C'est tout juste pour essayer de se faire une idée des résultats. Et ce mécanisme de collecte s'est fait sur la base de trois volets. Un premier volet au niveau, ce que nous appelons le réseau administratif de transmission. Parce qu'au niveau de chaque cercle, au niveau de chaque arrondissement, il y a un poste de transmission. Pour les anciens, on appelait les RAT, c'est-à-dire le réseau administratif, les RAC, le réseau administratif de commandement, mais c'est devenu le réseau administratif de transmission. Donc les informations sont collectées au niveau du cercle, transmises par ce réseau de transmission au niveau de la structure centrale, et c'est à ce niveau-là que le groupe de travail, il y a un groupe de travail qui est constitué au sein de la Commission nationale. Ce groupe de travail est composé des représentants des candidats,
c'est eux qui vont aller prendre l'information à la source pour amener ces informations au niveau en plénière au sein de la commission. Première voie. Deuxième voie, c'est au niveau du réseau Internet. Avec la modernisation de l'administration aujourd'hui, il y a l'envoi par le réseau Internet. Là aussi, il y a un groupe de travail composé des représentants de l'administration et des représentants des candidats qui vont aller à la source, au niveau de l'ordinateur, au niveau de l'installation qui est au niveau du département, pour collecter les informations. Ça veut dire que pour ce deuxième volet, vous avez déjà reçu quelques informations, mais pourquoi ne pas les publier pour aux rumeurs, s'il vous plaît, monsieur? Pour le moment, puisque la base de toutes ces informations, c'est les PV. Sans les PV physiques, sans les PV, c'est le ministre qui proclame les résultats provisoires. Et le ministre ne peut proclamer les résultats provisoires qu'en totalisant les informations à travers les PV provenant des cercles, et le ministre dispose de 5 jours. La loi électorale impose que le ministre dispose de 5 jours. Le scrutin a eu lieu dimanche. Cela veut dire que jusqu'à jeudi, vendredi, le ministre doit être en mesure de proclamer les résultats. Il le fera. Il le fera sur la base des PV. Les PV que nous allons recevoir des cercles, les PV que nous allons recevoir des missions diplomatiques et consulaires, signés par les représentants de l'administration et les représentants des candidats. Donc un document authentique qui est vérifiable, qui va porter toutes les informations, y compris les observations des délégués des candidats. Mais ce PV, il est totalisé au niveau du ministre, et le ministre donne la situation globale en ce qui concerne les résultats de l'élection. D'ici là, nous travaillons, comme je l'ai dit, sur la base du réseau administratif de transmission, sur la base du fax. Là aussi, c'est des instruments aujourd'hui qui nous permettent de collecter les informations. Donc, c'est l'ensemble de ces instruments qui est utilisé par la Commission nationale pour essayer de connaître à peu près la situation. Maintenant, quand les PV arrivent, la Commission va confronter ces informations-là avec les PV. Et une fois que le PV, la centralisation est faite, le ministre proclame les résultats. Mais les PV qui viennent des bureaux de vote, ils sont dans des enveloppes pré-imprimées, fermées, qui sont adressées à la Cour constitutionnelle. Donc, au niveau de la Commission nationale, on n'opère aucun changement au niveau national. À 24 heures de la fermeture, ou plus de 24 heures de la fermeture des bureaux de vote, où en êtes-vous? À combien de pourcents de réalisation du travail? Combien de temps le Malien doit-il attendre encore pour avoir les résultats? Bon, nous ne sommes pas à notre première fois. Vous vous souvenez que nous avons tenu plusieurs élections dans notre pays. Oui, c'est pas le même cas. Non, c'est la même chose. On a fait plusieurs. C'est une situation particulière. Laquelle? Parce que c'est une élection présidentielle. Une présidentielle après une crise. Non, bon, c'est évident. C'est ce qui fait que le suspense est long. Non, les données ne changent pas. La procédure ne change pas. C'est édicté par la loi électorale. Donc on ne se précipite pas. Il ne s'agit pas de se précipiter pour se rendre compte qu'on s'est trompé. On va vérifier et fort de toutes les vérifications, en ce moment, le ministre va proclamer les résultats provisoires. D'ici là, nous avons un certain nombre d'informations, mais aujourd'hui, la Commission nationale n'a pas encore validé totalement ces informations. C'est des informations partielles. Quelles sont ces informations? Ces informations, c'est bien sûr le nombre d'inscrits, le nombre de votants. Par exemple, dans les missions diplomatiques et consulaires, nous avons reçu un certain nombre d'informations. Mais pour le moment, encore une fois de plus, ce serait une publication globale de l'ensemble des informations. Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui, bon, tel résultat a été collecté à Dakar, tel résultat a été collecté à Kati ou bien à Koulikoro, qu'on va disposer. Mais on va disposer d'un ensemble d'informations. Quand toutes les informations seront réunies sur la table, en ce moment, le ministre fort des éléments d'appréciation à travers le PV, il fera une proclamation provisoire, en tout cas avant la fin des 5 jours, et c'est à partir de cet instant que l'ensemble des documents sont transmis à la Cour constitutionnelle. Et c'est la Cour constitutionnelle, en dernier ressort, qui proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Peut-être une dernière question, monsieur le directeur. Et pourquoi la réception de ces PV tarde-t-elle? C'est dû à un manque de ressources humaines? Non, pas du tout. Le processus qui est non, pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, nous avons eu 28 candidats. Répartir les voix entre les 28 candidats, c'est pas une tâche. 27 candidats. Pour le moment, officiellement, nous savons 28 candidats. Okay. Donc, les voix sont à répartir entre les 28 candidats à travers les procès-verbaux.
Il n'y a pas de retard. Et vous connaissez l'état de notre pays. Oui. Du nord au sud. Il faut mesurer les distances. Elles sont suffisamment importantes. Aujourd'hui, même aujourd'hui, à côté, dans le secteur de Kati, imaginez-vous, dans l'avancement de Sibi se trouve à 60 km de Bamako, mais les bureaux de vote qui sont dans le Sobra, mais les gens passent 7 heures de temps avant de trouver les chefs d'arrondissement. Cela veut dire qu'il y a des difficultés énormes. Nous avons des zones enclavées. La région de Mopti, la région de Tombouctou, c'est des zones enclavées aujourd'hui. Donc pour collecter toutes ces informations, ça demande du temps. Mais les préfets viendront eux-mêmes munis de tous les documents électoraux. Okay. Et c'est à partir de ces documents que la compilation sera faite. Et fort de ça, en ce moment, le ministre proclame les résultats. Ce que je dois dire tout simplement, nous demandons un peu de patience, parce que nous voulons offrir à notre peuple des résultats fiables. Et les observateurs ont indiqué que les opérations sont déroulées dans la plus grande transparence, et cette transparence nous conduit à mener ce travail avec toute la sérénité nécessaire, sans pression. Nous pensons que d'ici vendredi, le ministre sera en mesure de proclamer les résultats provisoires et les documents seront transmis à la Cour constitutionnelle pour une programmation définitive des résultats de l'élection présidentielle. Encore une fois, d'ici là, on prend nous continuons. Non, pas ici, la commission a pied d'œuvre. Depuis hier soir à 18h, la commission siège sans désemparer, toute la nuit durant, y compris ce soir et jour suivant. Nous travaillons jour comme nuit, 24 heures sur 24. Donc pour offrir au peuple, à la communauté internationale, des informations fiables. Donc nous ne sommes pas aujourd'hui dans une course. Nous allons mener l'opération avec la plus grande sérénité, dans la plus grande transparence, parce que ce sont les délégués des candidats qui sont avec nous au niveau national, ils sont avec nous au niveau de chaque cercle, ils sont avec nous dans chaque ambassade. Donc c'est en toute transparence qu'on va donner des bons résultats, des résultats qui ne seront pas en tout cas entachés d'erreurs. Ok, merci Monsieur le Directeur. C'est à nous de remercier et profiter pour dire que le ministre aujourd'hui, le ministre de l'administration territoriale, est fortement décidé depuis le début de ce processus à engager les opérations de transmission, de proclamation dans la plus grande transparence. Du reste, depuis le mois de janvier, nous sommes engagés dans cette voie. C'est des réussites de bonnes élections, des élections transparentes, crédibles, et que le Mali puisse en tout cas s'enorgueillir et que le Mali soit un exemple. Et ça a été dit par lui, Michel, et ça a été dit par les observateurs africains, qu'aujourd'hui le Mali, malgré notre crise, nous constitue un modèle. Merci Monsieur le Directeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous poursuivons cette édition avec le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine qui vient de boucler une visite de quelques jours en Espagne. Marempa Samoura était allé s'enquérir des conditions de vie de nos compatriotes. Le commentaire de Mamari Koné. C'est la ville de Recas, située à 70 km de Madrid, qui a été la première étape de cette visite du ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Dans son discours de bienvenue, le président de l'association des Maliens de Recas s'est réjoui de l'intérêt que les autorités accordent à la diaspora. Il a aussi mis l'accent sur les conditions dans lesquelles vivent les Maliens en Espagne à cause de la crise économique. L'ambassadeur du Mali en Espagne s'est une fois de plus déclaré disponible pour venir en aide à nos compatriotes dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. Pour sa part, le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a fait la genèse de la crise qu'a connue notre pays. Il a aussi invité chacun, à quelque niveau qu'il soit, à s'investir pour une solution durable et irréversible. À cet effet, Marempa Samoura a rappelé les deux missions fondamentales assignées au gouvernement de transition, à savoir le recouvrement intégral du territoire national et l'organisation d'élections crédibles, transparentes et justes. Pour le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, ce processus a besoin de la participation totale de tous les enfants du pays, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour la tenue du scrutin dans cette ville, le maire a mis à la disposition des Maliens au nom de la paix et de la cohésion un bureau meublé et équipé pour la tenue de l'élection. À Barcelone et à Lérida, le ministre Marempa Samoura a rencontré les Maliens et les présidents des associations. Les problèmes évoqués ici tournent autour du manque de documents administratifs.
Le 23 juillet dernier, Sékou Kassé a présenté à Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, ses lettres de créance en qualité de représentant permanent du Mali auprès de l'organisation avec rang d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Après la cérémonie de présentation des lettres de créance, Ban Ki-moon lui a accordé une audience au cours desquelles les deux personnalités ont abordé les processus électoraux dans notre pays et le déploiement de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Cri de cœur des autorités locales d'Ansongo pour la réhabilitation du pont de Tassiga. On se rappelle que ce pont avait été dynamité par les éléments du Moujao au mois de février dernier dans le but d'empêcher les troupes nigériennes de rallier Gao. L'opération Serval avait apposé un pont tout fait sur celui détruit au mois de mai. Ce dernier vient encore de subir des endommagements. Si rien n'est fait d'ici le mois d'août, depuis l'initiale de la période hivernale dans la région de Gao, l'axe Niger-Gao risque de connaître une perturbation. Alerté, le préfet d'Ansongo, accompagné d'une forte délégation de la MINUSMA, a effectué une visite à Tassiga. De Tassiga, il a été interrogé par notre reporter Drissa Kone. Nous ne pouvons que toujours demander à l'opération Serval de nous rendre service pour que les transporteurs arrivent à l'utiliser. Ils avaient fait un très bon pont, un pont qui nous permettait de faire l'hivernage. Mais vous savez que souvent, les transporteurs peut-être ne respectent pas tellement les choses. Ils ont un certain poids qui pouvaient passer sur le pont. La preuve, le matin ainsi que le soir, les camions venant du Niamey, des transports du personnel, ils passent, les voitures peuvent passer. Mais les gros porteurs qui doivent amener des trucs à Gao ou ailleurs, en sortant, s'ils tentent de passer, ça fait des problèmes. On est face à cette situation aujourd'hui. Et depuis ce matin, le sous-préfet de Ouagadougou m'avait signalé ça. Et aujourd'hui, on est là avec l'adjoint de la MINUSMA qui a voulu venir voir ça de visu. Et ensemble, on a vu. Et qu'il sera souhaitable dans les très prochaines délais de nous faire ce pont-là pour permettre toujours la fluidité de la circulation. Lancement officiel des activités du projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées à Mopti par SOS Village d'enfants pour un coût de 655 millions de francs CFA. Il a pour objectif d'assurer les besoins de 11 366 personnes déplacées et de leurs familles d'accueil. Le compte rendu depuis Mopti de Aminata Touré. Le programme d'appui et d'accompagnement des populations déplacées dans la région de Mopti-Padmou, qui vient d'être lancé, est une initiative des SOS Village d'enfants Mali. Ce programme d'aide d'urgence de SOS Village d'enfants est né de l'élan de solidarité de cette organisation en direction du Mali, notamment des populations ayant cherché à sauver leur vie suite au conflit armé et à l'insécurité que connaît notre pays depuis janvier 2012. D'un coût total de près d'1 million d'euros, soit 655 millions de francs CFA, ce programme a pour objectif d'assurer le besoin de 11 366 personnes déplacées et les familles d'accueil. C'est le lieu de remercier très vivement l'Association malienne des villages d'enfants SOS et ses partenaires financiers pour le soutien constant à l'endroit de nos communautés défavorisées. Ce projet, qui se veut une action humanitaire multisectorielle, comprend 4 composantes. Entre autres, la distribution de denrées alimentaires, le relèvement par la réinsertion socio-économique et les retours dans les localités d'origine. Cette initiative de préparer les populations déplacées pour un retour au bercail avec l'équipement de ménage indispensable et un outil de production leur permettant de vivre dignement est l'une des meilleures que nous avons connues en cette période de crise sécuritaire. Il est à retenir que l'équipe de Padmou est à pied d'œuvre sur le terrain depuis le 1er juin avec un effectif d'une vingtaine d'agents et doit bientôt identifier 20 relais communautaires issus des communautés d'accueil de Soukoura et de Sévaré. Point de presse de la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali, objectif partagé avec la presse les résultats de l'analyse des ratios de services sociaux de base en lien avec les OMD. L'étude a été menée à travers un cadre de concertation multi-acteurs constitué de plusieurs fêtières de la société civile. Adama Kodjo. Cette étude a concerné les secteurs de l'éducation, de la santé et du développement durable. Dans le domaine de l'accès à l'eau potable, on constate une amélioration dans l'ensemble.
Cependant, dans le secteur de l'assainissement, les chiffres parlent de 30% d'accès des populations à un système adéquat d'assainissement. La coalition des alternatives africaines d'aide et développement est une structure d'analyse des politiques. C'est ce qui justifie l'étude ainsi menée. Nous sommes dit, à l'orée de l'atteinte des objectifs du millénaire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous sommes à tel niveau d'atteinte des résultats et nous devons chercher à fouiller dans les données pour voir réellement qu'est-ce que le gouvernement a fait par rapport à la santé, à l'éducation et à l'eau. Et pour produire un document en vue d'attirer l'attention des gouvernants, de les amener à affecter des fonds conséquents pour l'amélioration vraiment de ces ratios concernant les secteurs cités. Les résultats de cette étude sont capitalisés dans un document intitulé « Document de positionnement politique en faveur des services sociaux de base ». La CAD entend intensifier les actions de plaidoyer et de sensibilisation pour l'atteinte des OMD. L'organisation prône une conjugaison des efforts. Il y a espoir si toutefois toutes les parties prenantes conjuguent les efforts, aussi bien au niveau de la société civile, au niveau des élus, au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement. Si nous nous mettons tous, je pense que nous pouvons atteindre effectivement ces objectifs-là d'ici l'an 2015. Prévoir les rubriques santé, éducation et assainissement dans les budgets des collectivités territoriales, rendre effectifs les transferts des ressources des secteurs concernés aux collectivités sont entre autres recommandations de l'étude. Les résultats. C'était un reportage signé plutôt Cheikh Oumar Sissoko Adama Kodjo que nous retrouvons pour ce point de presse de la mission d'observation de la CEDEAO dans notre pays. La mission d'observation qui a donc rendu publique une déclaration. Elle a fait des recommandations en vue de parfaire le processus électoral au Mali. Adama Kodjo pour le compte rendu. Le scrutin d'hier au Mali a été pacifique, libre, transparent et crédible. C'est la principale conclusion faite par la mission d'observation électorale de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La mission était cet après-midi face à la presse nationale et internationale. Si surprise il y a, c'est surtout la forte mobilisation de l'électorat que nous avons constatée dans la région de Bamako et un peu partout où nos observateurs sont allés. Et je pense que cela traduit l'attachement du peuple malien à ce scrutin comme solution de sortie de crise. Et on ne peut que se féliciter de cet engouement de l'électorat. Nous avons pu apprécier également les efforts qui ont été faits pour qu'à chaque bureau de vote règne la sécurité et que les présidents et les assesseurs des bureaux de vote soient là et que les délégués des candidats également soient là en place pour observer. Le chef de la mission d'observation, John Agyekum Kufor, a ajouté qu'aucun cas de fraude n'a été signalé par les 250 agents de la CEDEAO mobilisés dans les 8 régions du Mali. Dans sa déclaration rendue publique, la mission recommande entre autres la création d'un organe chargé de la gestion des élections doté de fonds. La mission demande également aux partis politiques d'œuvrer pour la discrimination positive en faveur des femmes, des jeunes et des minorités et souhaite la prise en compte des personnes en situation de vulnérabilité dans le cadre de l'accomplissement de leurs devoirs civiques. Assemblée générale du réseau national d'appui pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. Une soixantaine d'organisations adhèrent à ce réseau. L'objectif de l'Assemblée générale est d'informer et de sensibiliser les femmes sur l'économie sociale et solidaire. Compte rendu Garibou Pérou. Cette Assemblée générale du réseau national d'appui pour la promotion de l'économie sociale et solidaire a été organisée par son pôle genre. Elle se tient pour informer et sensibiliser les femmes sur les avantages de rendre formelles les activités économiques, sociales et solidaires qu'elles conduisent. Cette initiative cadre avec la politique nationale. Les femmes seront informées par des agents techniques des structures qui nous accompagnent, des structures partenaires pour nous dire aux femmes, se formaliser, ça peut apporter quoi? Et rester dans l'informel, ça peut gâcher quoi? Les femmes qui adhèrent déjà à ce réseau national d'appui pour la promotion de l'économie sociale et solidaire viennent généralement des associations, des groupements d'intérêt économique et des coordinations. Grâce à cette collaboration, les femmes voient leurs économies augmenter progressivement. Nous sommes installés au marché.
Le réseau RENAPES nous a enseigné à pêcher au lieu de nous donner chaque jour des poissons. Notre rapport avec la mairie est aujourd'hui assaini grâce au réseau. Les femmes constituent plus de la moitié de la population malienne selon les études du réseau. Les mêmes études ont démontré aussi que l'économie nationale est générée dans sa grande partie par les femmes. Mais pourquoi celles-ci restent encore à la traîne dans leur épanouissement? Cette économie sociale et solidaire dont il est question doit être un outil indispensable pour les 60 organisations qui adhèrent au réseau, mais et surtout pour l'intérêt national. Pendant cette période de Ramadan, le panier de la ménagère est devenu cher à cause du prix élevé des denrées de première nécessité. Pourquoi nos produits maraîchers locaux sont si coûteux? Les éléments de réponse dans ce reportage de Fatoumata Kone. À la rupture du jeûne, les musulmans préfèrent des produits diversifiés et des plats bien garnis. Pour ce faire, les aliments les plus consommés pendant ce mois sont entre autres les dattes, le kingeliba, différents types de beignets comme le takula. Il y a aussi les plats ordinaires et les plats de résistance. Avoir tout ceci à table demande l'acquisition d'un certain nombre de produits de base. Bi kami bertsika kami duya si kami fo keme segi keme kononto kami kene donc ko ni akera furaye mo bolo. De leur côté, les commerçants expliquent. Les légumes constituent en grande partie les ingrédients pour nos repas. Les hommes supportent les frais, les femmes se débrouillent parce que c'est le mois de carême. Nous avons constaté que nos compatriotes font grimper les prix. Bon, c'est ce qui fait que nous, les chefs de famille, nous sommes obligés d'augmenter aussi nos frais de condiments pour que nos femmes s'en sortent. Hors micro, les vendeurs nous expliquent cette hausse par l'importation de certains produits comme la pomme de terre et l'oignon. Pourtant, les produits maraîchers de chez nous, comme céleri et persil, restent chers. Les goûters sont aussi sollicités, à chacun sa préférence. Les dates sont recommandées aux musulmans pour la rupture du jeûne. C'est 10 000. Kira la degeli bonya koso islamé chama ma daba kama usunti keto be tamaru denglen ta walma den flo bo nyimi folo kasoro ka fenwere douaka. En plus des dattes, le kinkeliba est aussi prisé. Les cuisinières ajoutent à cette boisson d'autres ingrédients comme la menthe, ce qui lui donne une saveur plus particulière. Les takula et les beignets sont surtout faits à base de sorgho ou de maïs. Pour donner un autre goût à cet aliment made in Mali, certaines femmes associent à cela la farine. Les vieilles recettes de grammaire, dont le jus de gingembre et le bissap, ont cédé la place aux jus importés. Les consommateurs en raffolent. En plus de ces jus, certaines femmes préfèrent préparer leurs mets à domicile. Consommer prudemment en ce mois béni du Ramadan, car l'abus de toute chose est nuisible pour la santé. Préserver sa santé et vendre moins cher sont des actes religieux que tout bon musulman doit adopter en ce mois béni du Ramadan. Et la chronique santé du jour qui nous parle d'excès de sucre qui peut amener le diabète dans le monde. Environ 347 millions de personnes vivent avec cette maladie. Au Mali, le diabète est entouré de beaucoup de préjugés qui empêchent sa compréhension. Pour en savoir plus, Focus Santé approcher les spécialistes Tchessira Dambélé et Hadama Diakiti. Le diabète est une maladie résultant du fait que l'organisme ne produit pas ou produit peu d'insuline nécessaire à la digestion du sucre apporté par l'alimentation. Il ne s'agit pas du sucre d'usine que nous consommons tous les jours, mais de celui que toute alimentation contient. Selon une étude réalisée en 2010 et n'ayant pas concerné la région de Kidal, la prévalence du diabète se situe entre 4 et 5% au Mali. Une pathologie entourée de préjugés. Selon le premier, le diabète serait lié à l'excès de consommation du sucre industriel. C'est seulement le métabolisme de sucre apporté par l'alimentation qui ne se fait pas convenablement qui entraîne le diabète. Ça amène à parler des autres causes qui sont, par exemple, l'âge avancé,
peut être une cause de survenue du diabète. Il y a l'hérédité qui peut être cause de survenue du diabète. Il y a les changements de mode de vie, par exemple la sédentarisation. Maintenant, les gens sont de plus en plus sédentaires, soit derrière la télé, derrière les écrans d'ordinateur, dans les véhicules. Les gens sont beaucoup plus sédentaires. Maintenant, ils ne font pas d'exercice physique, ils ne font pas de sport. Ça peut entraîner une perturbation du métabolisme du sucre au niveau de l'organisme. Et il y a l'obésité aussi qui peut entrer en ligne de compte. La prise excessive de poids peut amener le diabète. Dans tous les cas, le pancréas est incriminé. Soit l'insuline que le pancréas produit n'est pas suffisamment utilisée par l'organisme, soit l'insuline n'est même pas produite par le pancréas. Cela amène à classer le diabète en type insulinodépendant où le patient doit lui-même apporter de l'insuline et en type où la maladie est liée à une utilisation non efficiente de l'insuline par l'organisme. Deuxième grand préjugé, c'est quand on estime qu'on est à l'abri de la maladie parce qu'on n'a pas de parents diabétiques. C'est la méconnaissance du métabolisme de l'organisme et c'est la méconnaissance de l'origine du diabète qui pousse à dire que mon père n'est pas diabétique, ma maman n'est pas diabétique et pourquoi moi je serais diabétique. Ça étonne souvent quand nous faisons le diagnostic du diabète chez certains. Ils disent « Ah, docteur, c'est vous qui m'avez fait diabétique, sinon moi je ne suis pas diabétique parce que je ne l'ai pas connu. Mon père n'est pas diabétique, ma maman n'est pas diabétique, même mon grand-père. » Ça, c'est des considérations erronées parce que le diabète peut être déclaré chez le fils alors que le père est dans certaines conditions qui ne sont pas favorables à la déclaration du diabète, à la survenue du diabète. Le diabète peut survenir chez l'enfant alors que la maman n'est pas dans des conditions de survenue du diabète. La maman peut faire ses exercices physiques et la maman peut être dans certaines conditions qui ne favorisent pas la survenue immédiate du diabète. Alors qu'elle peut avoir des gènes du diabète qu'elle transmet à son enfant et l'enfant fait le diabète alors la maman ne l'a pas. Troisième préjugé, c'est de croire qu'on peut traiter définitivement un diabète diagnostiqué. Les gens pensent toujours que l'on peut guérir de son diabète complètement. Non. On peut stabiliser le diabète et mener sa vie normalement comme les autres le font. Il suffit seulement de changer de mode de vie et ne pas être sédentaire, faire de l'exercice physique et considérer qu'on est diabétique et ne pas tomber dans les interdits. Sinon, dire que je guéris complètement de diabète une fois scientifiquement établi, non. C'est là qu'il convient de faire la différence entre le diabète et une hyperglycémie passagère comme après un repas copieux, mal digéré ou chez une femme enceinte. En tout cas, l'expression que les spécialistes préfèrent, c'est vivre avec son diabète. Cela suppose des exercices physiques, un régime alimentaire et un suivi médical régulier. Ainsi s'achève cette édition. Demain 10h-13h vous seront présentées par Amara Malidialo. Pas de changement pour celle du soir. Elles auront lieu à 18h et 20h45 et je me ferai le plaisir de vous les présenter. Merci de visiter notre site www.ortm.ml. Bonsoir à tous.